Congo. Roger, vous avez reçu également l'auteur du livre Bantoocratie, la révolte de l'esprit broché. Ah ouais, ça c'est intéressant comme titre. Tout à fait. La Bantoocratie représente une épistème qui s'engage pleinement dans la renaissance du peuple en favorisant l'émergence d'un esprit vif capable de défier l'ordre établi sans détour. C'est ce que nous a révélé en tout cas lors d'un entretien l'écrivain congolais Zoro Bilel Ingeta Solarien au cours de notre discussion. Il nous a offert un aperçu de sa vision et de son engagement envers ce mouvement novateur. L'auteur de la Bantoocratie estime que son œuvre est un travail qui harmonise le spirituel, la science et la politique. Un travail qui s'appuie sur l'histoire et qui permet de concrétiser les rêves de nos ancêtres pour le bien de nos peuples et de nos terres. En unissant ces différents aspects, il vise à établir un lien profond entre les dimensions essentielles de la vie humaine et à créer une voie vers un avenir épanouissant en se fondant bien sûr sur les fondements culturels et historiques des communautés. Nous sommes inspirés des rebuts, je dirais, de la colonisation, de l'esclavage pour nous tailler notre image. Nous ne sommes pas nous-mêmes. Nous sommes tout. Nous sommes japonais, nous sommes Yohji Yamamoto, nous sommes italiens, nous sommes Gianni Versace, nous sommes français, Pierre Cardin, mais aucunement nous sommes congolais. Je suis prêt à venir ici me pavaner. Je suis habillé à Yohji Yamamoto, à Mazatomo. Mais je suis incapable de chercher un couturier congolais avec des vestimentaires congolais et dire que voilà, ça c'est nous. Et ça, c'est la conscience. Et la conscience, c'est dans le cerveau que ça se passe. Voilà pourquoi on a appelé Bantoocratie. Et dans le tome 2, nous rentrons vraiment dans la profondeur sur les plans spirituels et politiques parce que l'esprit doit être guéri et les actions politiques doivent assurer le bien-être collectif. Et dans ces actions politiques-là, nous détaillons vraiment les problèmes et surtout nous apportons la solution. Parce que le plus important, c'est pas toujours accuser, mais c'est pour opposer c'est quoi la solution. Quand nous parlons de Bantou, il y a un problème sémantique en fait. Moi, je travaille avec la linguistique et voilà même pourquoi j'ai expliqué ce que signifiait les mots Muntu et Bantou. Parce que nous pensons que c'est une race. Quand on parle de Bantou, c'est une race Bantou. Nous pensons que c'est parce qu'on a une couleur de... Non. Nos ancêtres ont dit nous sommes des Bantous parce qu'ils ont fait la différence entre l'humain et l'animal. La différence qui fait que il y a 60 millions d'années, par exemple, les dinosaures ont disparu, c'est parce qu'ils n'ont pas pu utiliser leur cerveau. Les dinosaures ont régné pendant des millions d'années sur Terre, mais ils étaient incapables de détecter l'astre qui va tomber et qui va brûler la Terre. Mais nous, aujourd'hui, avec le travail du cerveau, nous sommes capables même d'envoyer des sondes pour exploser les astres de là-haut, pour les dévier de leur trajectoire. Et c'est ça même quand nos ancêtres ont dit nous sommes des Bantous. C'est ce que l'homme blanc a dit après Homo sapiens. Sapiens, c'est savoir. Homme intelligent. Sauf que l'intelligence, le siège de l'intelligence, c'est le cerveau. Donc nos ancêtres ont dit nous sommes des Bantous. Et eux, dans l'ère politique, apprendre ce que nous mettons en orbite, ils ont créé les Homo sapiens. Sauf que l'Homo sapiens, c'est l'hominidé qui règne aujourd'hui. Et la différence entre nous et les animaux, c'est le cerveau. Maintenant, lorsque je parle de Bantoocratie, c'est un concept. Ce n'est pas une histoire raciale qui vient discriminer un peuple ou une ethnie. Ça n'a rien à voir des tribus ou machin. C'est plutôt réunir partout où il y a le cerveau. Le cerveau, il y en a au Tchad, il y en a partout où l'être humain se trouve. Donc, Bantou, nos ancêtres parlaient de l'Homo sapiens, de l'être humain. Ils ne parlaient pas des groupements ethniques qui occupent le bassin du Congo et une partie de l'Afrique du Nord vers le nord-ouest, je voulais dire, pardon. Ce n'est pas que ça. Voilà pourquoi j'ai dit, moi, je travaille dans la linguistique, dans la sémantique. Je ne vais pas dire le concept parce que quelqu'un a défini un concept. Je rentre dans les mots, j'ai dit Bantou, Ba, ça signifie, c'est le pluriel de mots. Moutou, Batou. Donc, Ba, Moutou, la tête. Gracie, le pouvoir. C'est un peu ça en fait. Et quand nous comprenons la linguistique, la sémantique, la signification des mots dans leurs origines, comme on dit dans les droits, on a l'esprit de la pensée qui sort après dans le discours qui est diffusé. Et c'est parti de là qu'on peut maintenant développer. Dans les droits même, on le dit, il faut découvrir, en fait, il faut faire l'exégèse. L'exégèse nous invite à trouver les mots-clés qui donne le sens de la phrase. Et une fois on a les mots-clés, on définit les mots-clés, nous avons l'esprit de la loi qui est après la loi. Voilà pourquoi quand on parle de l'article 64, je répète tout le temps, c'est un devoir. Ce n'est pas un droit. C'est un devoir. C'est un devoir. Et même ceux qui ont écrit la Constitution disent
tout Congolais a le devoir de mettre hors d'état de nuire. Donc, c'est-à-dire, on oblige aux Congolais de prendre ses responsabilités. On ne dit pas aux Congolais que tu as cette grâce-là parce que tu es Congolais. Non, ce n'est pas un droit. Lorsqu'on rentre dans l'exégèse, on comprend tout de suite l'esprit de la loi et à partir de là, on peut annoncer les couleurs. C'est pareil par rapport à l'article 10 de la Constitution congolaise. On dit que la nationalité d'origine est donnée à toute personne qui est capable de montrer que son ethnie, sa tribu, était dans ce qui est devenu la République démocratique du Congo au 30 juin 1960. On parle de la nationalité d'origine. Donc moi, en tant que quelqu'un qui travaille avec la sémantique et la linguistique, je pose la question, c'est quoi les mots-clés qui donnent la loi? Nationalité d'origine. Donc il y a deux mots, nationalité et origine. Donc quand je parle de l'origine, on parle du commencement. Et quand je parle de la nationalité, on parle des liens de naissance entre moi et le terre où je suis. Donc, si il faut trouver les liens de naissance entre moi et le terre où je suis et ses origines, je ne pense pas que les origines du Congo, c'est au 30 juin 1960. C'est plutôt le 24 février 1885. Le Congo a été créé à la conférence de Berlin. Donc, si vous voulez donner la nationalité d'origine, il faut passer par la date de la création du Congo. C'est-à-dire toute personne qui est capable de prouver que son ethnie, sa tribu ou son groupement de peuple était dans ce qui est devenu au 24 février 1885 État indépendant du Congo. Et tout ça, c'est un travail que ces leaders d'opinion, ces politicards devraient faire pour faire comprendre au peuple que lorsque nous accusons tout le temps aujourd'hui, le Congo est occupé, le Congo est infiltré. Vous êtes infiltré déjà par rapport à votre loi. Vous pouvez retirer la nationalité à certaines personnalités, aussi comme vous voudrez, mais ils sont arrivés avant 1960 vers leur communauté. Donc ils peuvent prouver la nationalité d'origine avant 1960. Alors que si nous remontons au 24 février 1885, ils sont incapables de prouver que leur communauté était là. Tous les problèmes se trouvent là. Maintenant, la question, les législateurs qui ont écrit ces lois-là, c'était pour protéger les peuples et leurs terres, ou alors mettre le Congo entre les mains des prédateurs. En parlant de cette loi-là, que pensez-vous de la loi Tchani de père et de mère? Oh, ça, c'est du populisme, en fait. Ah bon? C'est du populisme pour la simple raison que on veut se faire connaître, se faire voir, on crée quelque chose qui va toucher les sensibilités de la population, d'une frange de la population, et ça permet d'émerger. Mais la réalité, ce n'est pas des pères et des mères. Je peux être une nationalité congolaise, des pères et des mères, parce que ma mère, qui est tchadienne, qui a changé de nationalité, elle est devenue congolaise. Donc, ma mère, elle est congolaise parce qu'elle a changé de nationalité. Voilà pourquoi je parle de la nationalité d'origine. C'est que les gens appellent la congolité. Bon, la congolité a peut-être une connotation péjorative parce que ça passe à l'ivoirité et surtout à une discrimination. Mais bon, pour faire simple, il faut parler plutôt de l'originalité de la nation. De la nationalité, je ne voulais dire pas de la nation, mais de la nationalité. Donc, au lieu de parler de la nationalité des pères et des mères, parlons de la nationalité d'origine. Et quand on va parler de la nationalité d'origine, c'est là où on va partir de 1960 à 1885 parce que l'État indépendant du Congo, l'actuel RDC, a été créé en 1885. C'est ça l'origine du Congo. 1960, c'est comme une femme ou un monsieur qui va se marier à 22 ans. Et vous allez lui demander c'est quoi sa date de naissance, il va vous dire je suis né le jour de mon mariage. C'est à peu près ça, bon. C'est une manière imagée. Et tout ça, c'est le travail qu'on fait avec la bandoukratie pour réveiller les consciences des gens, la conscience du peuple. Et moi, je parle du corpus de la nation là-dedans, parce que le corpus de la nation, c'est toutes les populations qui composent, qui occupent le pays, en fait. Et cette population-là, si elle est incapable de disséquer, par exemple, la Constitution, je viens de sortir une subtilité constitutionnelle. La question de la nationalité d'origine. Donc moi, Noël Tchani, quand il vient faire du bruit de père et de mère, je comprends, c'est un politicien qui est dans la logique politicienne. Donc il amène un slogan, un argument qui va passer comme une lettre à la poste, parce que personne ne prend le temps de disséquer vraiment la problématique qui est sur la table. Moi, quand je parle de la nationalité d'origine, je me réfère à la Constitution, parce que c'est la Constitution qui permet à tout le monde de vivre ensemble. C'est des lois qui nous permettent d'être régularisés et être en règle sur une surface. S'il n'y a pas de constitution, la nation, l'État n'existe plus. Donc maintenant, si nous voulons parler de la nationalité, soyons conséquents. Donner la nationalité à tout le monde et retirer les termes origine. Pour la simple raison que votre constitution est l'article 10 de la constitution congolaise est une aberration lorsqu'il parle de la nationalité d'origine. Parce que l'origine du Congo, c'est le 24 février 1885. La création du Congo a été faite à la conférence de Berlin.
Le 13 juin 1960 n'est pas l'origine du Congo. C'est la date de l'indépendance du Congo. Il faut que ça soit clair là-dessus. Moi, j'ai toujours eu un petit, pas un problème, mais ça me complique un peu quand je vous entends souvent dire la République a démocratisé ou voilà, quelque chose comme ça. Dans ce sens, pourtant, le pays s'appelle République démocratique du Congo. Pourquoi vous, dans votre concept, vous changez, ou votre philosophie, vous changez le nom de ce pays? Bah, il faut être clair, ce n'est pas une république démocratique. Et lorsque nous voyons la vie des Congolais sur le plan social, sur le plan politique et même spirituel, la démocratie n'existait pas au Congo. Maintenant, moi, je travaille dans la sémantique. Nous travaillons dans la linguistique. Les mots ont un sens. Lorsque nous appelons ces pays état de droit, ça veut dire que les gens vivent leurs droits et surtout appliquent leurs devoirs. Vous appelez le Congo République démocratique du Congo. Qu'est-ce que le Congo a de démocratique? Depuis l'existence de cette surface-là était indépendante du Congo, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu un semblant de démocratie pour la simple raison que les pouvoirs, ceux qui dirigent, ce n'est pas les peuples qui donnent le pouvoir, mais le pouvoir vient d'ailleurs. C'est triste de le dire et ça c'est dérangeant même de rabaisser les 100 millions d'habitants congolais en se disant qu'ils sont tellement infantilisés que d'autres personnes décident pour eux. Et ça, c'est gênant, mais la réalité est que le pouvoir ne vient pas du peuple, n'émane pas du peuple au Congo. Et lorsque vous regardez ceux qui sont au pouvoir au Congo, la manière dont ils dirigent la machine étatique, la manière dont ils utilisent l'appareil judiciaire, vous vous rendez compte que le peuple ne profite pas de ces pays-là, le peuple ne connaît pas ses droits et surtout les devoirs qu'il a vis-à-vis de la nation. Et comment vous l'appelez ces pays-là République démocratique? Alors que lorsque vous allez aux élections, pour que votre élection soit créditée, il faut que l'organisation des Nations Unies de l'Occident puisse dire que c'est telle personne qui a gagné. Pour que votre élection soit accréditée, il faut que l'organisation de l'Union africaine de l'Occident puisse dire la même chose. Le centre carter de l'Occident qui va décider c'est telle personne qui a gagné. Je n'ai jamais entendu lorsqu'il y a les élections ici aux États-Unis, par exemple, que l'OIA ou l'ONU puisse dire que c'est Donald Trump qui a gagné et nous reconnaissons. Et pourquoi nous avons besoin de cette reconnaissance-là extérieure? Pour la simple raison que le pouvoir n'émane pas du peuple, mais émane de ce système-là, de l'extérieur, qu'on appelle, entre guillemets, la communauté internationale, mais que nous, dans les combats, nous avons identifié par l'Empire, ceux qui sont dans l'impérialisme. Et lorsque vous regardez le Congo, il n'existe pas de droits, et l'appareil judiciaire ne fonctionne pas correctement, les pouvoirs législatifs, là où ils pondent des lois pour le bien-être collectif. Je vais vous donner un exemple. Depuis que l'Assemblée nationale du Congo existe, quelles sont les lois que cette Assemblée-là a pondues qui soient vraiment des lois qui protègent la population congolaise et des lois qui sont exécutées après par les pouvoirs exécutifs. Et dans ces pays-là, on ne parle pas de justice, on ne parle pas des parlementaires qui usent réellement de leur pouvoir, on ne parle pas d'un conseil, disons, d'un gouvernement qui agit selon les prérequis de l'Assemblée nationale. Et vous appelez ces pays-là démocratiques? Il n'y a rien de démocratie. Tout ce qui se passe au Congo, c'est tout sauf la démocratie. Voilà pourquoi nous, dans notre combat, nous voulons rester juste dans notre conceptualisation de la chose. Donc, nous identifions la bête par son nom. Nous voulons démocratiser. C'est aussi notre volonté, c'est de démocratiser ces pays-là. Mais aujourd'hui, le Congo n'est pas une république démocratique. C'est plutôt une république autocratique, oui, on dirait. Et alors, dans votre démarche, comme vous êtes en train de dire, la solution, c'est quoi? La solution, c'est la conscientisation. C'est ce que les mouvements des résistants combattants font depuis un moment. C'est-à-dire, il faut que les peuples congolais puissent réellement exister. Au moment où nous sommes en train de parler, les peuples congolais n'existent pas. C'est une masse populaire qui occupe une surface appelée RDC. Parce que quand on parle d'un peuple, on parle d'une population consciente de ses droits et surtout une population qui sait appliquer ses devoirs. Le cas de la France, par exemple, lorsque Emmanuel Macron essaye d'entourlouper la population, vous avez vu les gilets jaunes sortir dans la rue et foutre les bordels, excusez-moi du terme, pour le peu, excusez-moi du terme, foutre les bordels pour contraindre Emmanuel Macron à revenir en ordre. C'est ça un peuple. Lorsque les Américains font leur révolution ici pour créer les États-Unis d'Amérique, c'est un peuple qui prend ces décisions-là. Lorsque la France fait sa révolution pour couper la tête au roi, pour créer la République française, c'est un peuple qui fait ça. Le Congo n'a pas de peuple pour la simple raison que même les créateurs de ces pays-là, ce n'est pas le Congolais. Le Congo est né à la conférence de Berlin. La conférence de Berlin a décidé que cette surface-là, désormais, sera appelée indépendant du Congo qui est devenu RDC en 1960, dont nous portons encore le nom aujourd'hui. Maintenant,
Si nous n'arrivons pas à transformer cette masse populaire-là en peuple, peu importe les miracles que nous aurons à faire, même si Dieu le Père descendait des cieux, il n'y aura pas de changement parce que c'est le peuple qui crée la nation, c'est le peuple qui choisit des dirigeants qui seront au service et de la population et les territoires. Et lorsque vous regardez le Congo, c'est pas ce que nous vivons. La République démocratique du Congo est une surface de cinéma dont les frontières sont plus ouvertes. Tout le monde peut entrer, sortir quand il veut, prendre, exploiter, qu'est-ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Et au niveau de la direction de la nation, de l'État, il n'y a pas un chef qui a cette capacité de dire à haute voix où se trouvent les problèmes et taper les points sur la table, apporter la solution. Nous avons vu avec Paul Kagame lorsque ils ont fait leur génocide rwandais, lorsque les réfugiés rwandais se sont réfugiés au Congo. Paul Kagame est venu ici aux Nations Unies pour leur dire que les réfugiés rwandais deviennent un problème pour le Rwanda. Si vous n'apportez pas la solution, nous allons prendre nos responsabilités. Et lorsqu'ils ont pris leurs responsabilités, c'était jusqu'au 17 mai à Kinshasa, ils ont détrôné Mobutu pour mettre Laurent Désiré Kabila. Ça, c'est un chef. Ça, c'est un pouvoir où les gens sont tellement conscients, politiquement parlant, économiquement, matériellement, spirituellement parlant, et ils agissent en conséquence. Les cas du Congo, ce n'est pas les cas. Voilà pourquoi j'ai dit que les problèmes se trouvent au niveau du peuple. Il faut que le peuple prenne conscience de son existence. Et la conscience de l'existence d'un peuple, c'est lorsqu'il reconnaît ses droits et surtout, il sait mettre en œuvre ses devoirs. Parmi ces devoirs dans notre Constitution, nous avons l'article 64. La Constitution n'est pas écrite que par des droits. Il y a aussi des obligations. Parce que lorsqu'on dit tout Congolais a le devoir, c'est une obligation. Ce n'est pas un droit. Tout Congolais a le devoir de mettre hors d'état de nuire un individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui exerce en violation de la présente Constitution. C'est-à-dire la Constitution donne ces devoirs-là au peuple. Maintenant, si ce peuple-là ne sait pas mettre en œuvre ces devoirs, comment est-ce qu'il y aura les changements que nous appelons de toutes nos voix? Voilà pourquoi notre travail de conscientisation va dans ce sens-là. Nous allons d'abord transformer la masse populaire du Congo en peuple. C'est-à-dire cette population-là qui occupe la surface qu'on appelle République démocratisée du Congo, les 100 millions d'individus doivent devenir un peuple conscient de leurs droits et surtout de leurs devoirs. Nous voyons des Congolais aujourd'hui de votre pays d'origine qui pensent qu'il y a un changement qui se passe en ce moment. Ils énumèrent un tas de choses. J'ai eu, pas plus que hier, certains qui m'ont appelé pour me dire ils ont maintenant l'électricité, ils ont l'eau, il y a des routes qui sont en train de se faire construire, il y a un changement. Leur président, M. Tshisekedi, qui a parlé tout haut pour condamner l'attaque de M23 et du Rwanda, et ainsi que les Nations Unies qui ont reconnu tout ça. Tout ça, certains reconnaissent que c'est un changement qui va sur la même voie dont vous êtes en train de dire. Merci beaucoup pour la question, mon grand. Vous savez, nous sommes dans des pays qui sont développés. Moi, ça me sidère toujours d'apprendre que les gens sont heureux parce qu'il y a l'électricité. Les gens sont contents parce qu'on a construit une route, parce qu'on a construit des sauts de moutons. Nous sommes en 2023, nous ne sommes pas au Moyen-Âge. Logiquement, un pays comme le Congo, avec les plus grands barrages du monde, disons de l'Afrique, vous pensez que le Congo, les habitants du Congo devraient payer même l'électricité, manquer d'électricité? Ces barrages-là existent depuis plus de 60 ans, je dirais 50 ans. Et depuis plus de 50 ans, vous n'avez pas su électrifier la nation entière. Jusqu'à tel point que lorsqu'il y a l'électricité dans un quartier, tout le monde est heureux. Kinshasa n'est pas le Congo et Gombe encore moins. Lorsqu'on fait des travaux sur la commune de Gombe ou de Ngaliema, ceux qui sont à Bunagana, ceux qui sont à Kiwanja, ceux qui sont à Minembwe, à Rutshuru, ils vont dire quoi? Ceux qui sont dans la forêt équatoriale à l'Équateur, ceux qui sont même à Kabeyaka, la province, disons, le village natal de Félix Tshisekedi, vont dire quoi? Et lorsque le président de la République fait que, disons pas le président de la République, lorsque l'argent des contribuables, les richesses de la nation fait que le pont, l'électricité, l'investissement soit fait, il ne faut pas attribuer ça à une personne, dire que c'est lui qui a fait ça. Moi, quand vous me posez cette question-là, je vais rentrer vraiment dans des considérations personnelles pour dire que nous avons vécu avec Tshisekedi ici en Europe. Nous savons tous le travail qu'il avait. Et si vous me dites que Tshisekedi a construit, a fait ceci, cela, je vais poser la question, où il a trouvé l'argent pour construire, fera ceci, cela. Tshisekedi n'a jamais été millionnaire, dans sa famille encore moins. Vous me direz que Bill Gates a mis de l'électricité au Congo, je dirais oui, c'est Bill Gates. Mais lorsque le gouvernement sort l'argent parce que vous vendez des richesses qui appartiennent à tout le monde,
vous n'allez pas attribuer le travail qui serait exécuté à une personne. Il est dans son devoir en tant que président de la République de faire ce travail-là. Maintenant, le changement, il y a un changement, moi je dirais plutôt du côté du narratif. La manière de parler de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui a évolué par rapport au mutisme que nous avions avec Hippolyte Kanamba alias Kabila. Un taiseux qui ne dit rien, vous ne savez même pas ce qu'il pense dans sa tête. Là, nous avons un monsieur qui est capable de dire les choses. Mais je vais répéter ce que la mère me disait une fois ici à Washington. My president don't talk, he just act. Au lieu de parler, agissez. Vous parlez, vous accusez le Rwanda. Le Rwanda occupe avec le M23 Bunagana. Ça fait plus d'une année. Vous pensez que c'est normal de frotter les bras, les mains et dire que c'est le Rwandais qui nous attaque? Mais Gomaye qui gagne, c'est juste à côté. La meilleure manière de se défendre, c'est d'attaquer. S'ils entrent chez vous, pourquoi vous n'entrez pas chez eux? On traverse bien à pied de l'autre côté. Vous ne pouvez pas venir dire aux gens que c'est les Rwandais qui nous attaquent, alors que vous ne mettez pas les moyens pour dégager ses occupants. Le président de la République doit être celui qui est à même de protéger les pays contre les ennemis intérieurs d'abord et les ennemis extérieurs. Et lorsque des pays tierces viennent chez vous pour ramener la paix, vous avez aujourd'hui East African Community qui est là, les Burundais, les Soudanais, les Angolais, tous sont là pour ramener la paix que vous-même, les Congolais, devriez être les garants. Et vous pensez que cette paix-là qui vont vous ramener, c'est quoi les retours? Qu'est-ce que vous donnez en retour? Et nous posons la question à savoir. Donc moi, je suis sidéré quand j'entends des propos comme ça. Je suis triste parce que je me réalise intrinsèquement que nous avons vraiment besoin de transformer ces peuples-là, ces populations-là en peuple, que ces populations-là puissent comprendre quelles sont les prérogatives du pouvoir, et surtout l'individu qui trône au sommet, ce n'est pas lui qui fait, ce n'est pas lui qui sort son argent, c'est l'argent de ces peuples-là, à travers les impôts que vous payez, et surtout aux richesses nationales qui nous appartiennent tous et les pays exploitent. Donc lorsqu'il y a un saut de mouton, lorsqu'il y a de l'électricité, lorsqu'il y a une route qui est construite, hein, ne venez pas nous dire que Tshisekedi a fait ceci, a fait cela. Non, il n'est pas millionnaire. Si vous dites que Tshisekedi qui a fait ça, montrez-nous le débit de son compte où il a soutiré l'argent dans son compte personnel qui a permis qu'il construise cela. Donc ça, il faut que ça soit bien clair. Maintenant, il y a une volonté qui n'a jamais existé, qui existe maintenant. La volonté ne peut qu'avoir lieu pour la simple raison que ça fait plus de 22 ans que nous faisons la pression sans nous arrêter contre ceux qui sont au pouvoir. Tshisekedi vient de l'Europe. Lorsque nous avons commencé le mouvement du combattant, il était parmi les combattants qui battaient le pavé à Bruxelles comme à Paris. Donc il sait pertinemment les revendications que nous avons, les revendications que nous tenons déjà. Il essaye de faire des sommets avec les compétences et avec l'entourage qu'il a. Mais moi je peux vous dire que lorsqu'il a été candidat, il est venu avec un projet de société qu'il a vendu au peuple. Maintenant, s'il faut remettre en question le pouvoir le pouvoir des actions de Tshisekedi en tant que président de la République, il faut faire la comparaison avec son projet de société. Est-ce qu'il arrive à faire ce qu'il a promis au peuple congolais depuis qu'il est au pouvoir? Il faut qu'il y ait un changement. Les changements, de toutes les façons, les Congolais sont tombés tellement bas que nous avons la nappe phréatique en dessous de nous, il y a du pétrole. Tout ce qui est pu arriver au Congo aujourd'hui, ça ne servira qu'au Congo à se relever. Donc Tshisekedi n'a pas d'autre solution et se mettre dans la cadence, non seulement pour assurer son pouvoir, mais surtout pour empêcher la population, la masse populaire congolaise, de poser de vraies questions par rapport aux problèmes du pays. Et ces vraies questions, c'est ce que je venais de dire là. Lorsqu'il construit un pont, ce n'est pas lui qui a construit le pont. Il est dans ses prérogatives en tant que chef de l'État de faire cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Zorobile. Revenons un peu, d'abord avant qu'on puisse rentrer dans le livre, notre sujet de cette semaine, dans RHO, une émission, c'est comment résoudre les problèmes de s'embouteillage en Afrique. Et certains nous ont appelé de Kinshasa, de Bamako, de Burkina Faso, d'autres pays aussi en Afrique, pour énumérer ces cas de problèmes de s'embouteillage, de ce qu'on appelle ici le trafic. Et juste une question, comme on pose toujours nos questions à nos invités, qu'est-ce que vous pensez de ce problème-là, des embouteillages? Le problème des embouteillages, c'est d'abord lié à la saturation de la ville. Kinshasa, c'est une ville construite par les Belges et la ville a été construite pour 2 500 000 habitants. Aujourd'hui, Kinshasa, c'est plus de 18 millions d'habitants. Donc c'est comme une voiture qui doit prendre 6 personnes et vous mettez 18 personnes à l'intérieur. Donc ne vous posez pas la question s'il y a un accident, pourquoi il y a autant de morts et pourquoi vous êtes serrés là-dedans. Il y a un vrai problème d'urbanisation à Kinshasa.
Et ce travail-là, c'est une volonté politique. C'est le gouvernement qui travaille dessus. Et pour arriver à améliorer cette situation-là, il faut avoir des gens compétents qui vont proposer des solutions aux problèmes qui se posent. Sauf que les gens qui sont au pouvoir, je parle de Kinshasa, je n'ai pas Mazarda parler de Burkina Faso, de Ouagadougou, comme ça, je parle de mon pays où j'ai la maîtrise. Donc les gens qui sont là, ils n'ont pas les compétences requises pour apporter des solutions. Ici, nous sommes aux États-Unis. Vous êtes mieux placés pour vous témoigner que tous les jours on construit des routes ici. Tous les jours. Mais l'urbanisation ici, à Washington par exemple, c'est une urbanisation qui existe depuis un moment. Mais ça n'empêche pas de construire de nouvelles routes. La ville doit évoluer. La ville ne doit pas rester au même endroit qu'on l'a construite. À un moment donné, les politiques au Congo doivent se décider de vider Kinshasa. C'est-à-dire les gens ne doivent plus habiter ce que nous appelons Kinshasa et créer une autre ville où on va mettre tout le monde le temps de réurbaniser la ville de Kinshasa. Et pour cela, il faut travailler. Et pour travailler, il faut des gens qui ont ces compétences-là. À Paris, par exemple, nous parlons de Haussmann, qui a travaillé sur l'urbanisation. Et cette urbanisation-là, jusqu'à aujourd'hui, les Parisiens en profitent. Et pourquoi nous n'arrivons pas à faire chez nous? Parce qu'il n'y a pas de volonté politique et surtout des visions. Parce que le chef de l'État n'est pas un Manitou, mais c'est quelqu'un qui doit apporter des solutions. Et pour apporter des solutions, il doit s'entourer des spécialistes dans chaque domaine. Parce que lorsqu'il va parler des problèmes des mines, il doit avoir un ministre des mines qui est balèze dans des questions liées aux mines. Lorsqu'il va parler de l'économie, le ministre de l'économie doit être balèze. Et en dehors de ça, il a des conseillers dans la présidence qui vont lui donner des cartes qu'il va utiliser après. Maintenant, lorsqu'on voit l'environnement proche et éloigné de Tshisekedi et le gouvernement au Congo, un seul compétent, c'est qui? Il n'y en a pas.